m'entendez bien? Parfait. Eh bien, écoutez, je suis ravi d'être là pour participer à cette journée. Alors, du coup, je vais passer ma présentation. Juste préciser, j'enseigne les SVT dans mon académie. J'enseigne dans un lycée à mi-temps dans le Val d'Oise, au nord de Paris. Et il y a quelques années de ça, j'ai fait 2 ans d'études en sciences cognitives. Je me destinais à l'époque à être chercheur en sciences cognitives et puis finalement j'ai changé d'avis et me voilà aujourd'hui prof de SVT à mi-temps. Et puis sur l'autre mi-temps, effectivement, je travaille sur principalement comment on peut utiliser les apports de la recherche en classe. Donc avec cette idée de passer des apports de la recherche à des déclinaisons pédagogiques en classe sur des thématiques bien évidemment variées. Et celle d'aujourd'hui va concerner en grande partie les travaux qu'on mène dans le groupe de travail 5 au CESEN, qui est centré sur la métacognition et la confiance en soi. Du coup, je me permets de mettre le lien vers le site de l'association Apprendre et former avec les sciences cognitives, qui est une ressource pour les enseignants, qui est assez intéressante parce que c'est très riche. Il y a énormément de documents qui sont produits pour se former d'un point de vue théorique et pour mettre en place des éléments pédagogiques sur les grandes thématiques des sciences cognitives de l'apprentissage. C'est gratuit pour une très très grande partie du site, donc il ne faut vraiment pas se priver. Mon diaporama sera évidemment disponible à la suite de la conférence. Ce temps de formation, l'objectif pour moi est le suivant, c'est que vous puissiez acquérir des notions autour de l'autorégulation métacognitive des élèves, des feedbacks et de la métacompréhension qu'on va redéfinir. L'idée, évidemment, c'est de pouvoir analyser nos pratiques pédagogiques, de voir ce qui est utilisable lorsqu'on va évidemment mettre en place des éléments dans un dispositif comme Devoir fait, au service, bien sûr, de la motivation et de la réussite de tous nos élèves, y compris les élèves les plus vulnérables. Donc je vais présenter plusieurs éléments. D'abord, je vais présenter ce qu'on appelle les 4 piliers de l'apprentissage. Et puis ensuite, on verra ensemble ce qu'est la métacognition et quelles sont les conditions nécessaires pour que les élèves puissent auto-réguler leurs apprentissages et être autonomes. On dira un mot sur les sentiments métacognitifs et on verra qu'ils sont importants aussi pour permettre l'autorégulation. Et on terminera sur ce qu'est la compréhension et la métacompréhension et comment aider les élèves à mieux comprendre les contenus conceptuels que nous leur enseignons. Alors, je vous propose qu'on attaque avec les 4 piliers de l'apprentissage qui ont été un peu théorisés, on va dire, par Stanislas Dehaene, qui est qui dirige en tout cas actuellement le Conseil scientifique de l'éducation nationale et qui pose que pour toute situation d'apprentissage, il appelle ça des piliers, en tout cas 4 conditions importantes. La première, c'est l'attention. Évidemment, l'attention est une porte d'entrée dans le système cognitif, donc il est intéressant lorsqu'on est enseignant de connaître les processus attentionnels des élèves et de pouvoir prendre en compte notamment ses limites pour pouvoir les aider à être plus engagés d'un point de vue attentionnel. Alors, le deuxième pilier, évidemment, un cerveau qui est passif n'apprend pas, un cerveau doit s'engager activement. C'est un petit peu différent d'une posture physique, hein. Il ne s'agit pas, par exemple, de mettre des élèves en groupe ou de s'interdire de faire une transmission frontale. La question, c'est plutôt comment est-ce qu'on engage les cerveaux en fonction des modalités qu'on met en œuvre. Si je fais un peu de frontal, comment je fais en sorte que les élèves, je les rende actifs dans cette transmission. Lorsqu'ils sont en travail de groupe, comment je m'assure que chaque élève aussi s'engage activement dans l'activité que je propose. C'est au moment où l'élève s'engage qu'il va naturellement produire des erreurs. On va voir qu'elles sont fondamentales pour apprendre ces erreurs. Donc il faudra un 3e pilier, qui est le retour d'information pour que le cerveau puisse corriger les erreurs qu'il va détecter. Ces 2 piliers sont inséparables. Lorsque l'élève s'engage, il doit pouvoir disposer d'un retour d'information pour lui permettre de faire cette correction. Alors, quand on dit ça, ça paraît simple, mais en fait, concrètement, ça questionne énormément nos pratiques parce qu'à partir du moment où l'élève s'engage, à quel moment on va lui faire un feedback? Alors, ça vient questionner les évaluations, évidemment. Si je fais une évaluation avec des élèves, à quel moment je rends l'évaluation et à quel moment je vais faire le feedback de l'évaluation? Si c'est une semaine après, je ne sais pas pour vos élèves, mais moi, les miens, une semaine après, ils sont tout à fait capables de me dire « Vous nous rendez quoi, là, monsieur ?» C'est l'éval. Quel éval? Donc là, effectivement, le retour d'information, à ce moment-là, il risque d'être compliqué, hein, puisque les élèves ne disposent plus du tout de ce qu'ils ont produit. Donc il y a plein de pistes pédagogiques, évidemment, mais l'idée, c'est comment on va faire. C'est-à-dire, soit je réduis mon temps d'éval et je fais un feedback tout de suite, soit lorsque je vais faire un feedback, une correction, je les réengage avant sur ce sur quoi je vais corriger.
Lorsque les élèves font des devoirs, à quel moment aussi on va faire des retours d'informations? Moi j'ai des élèves, lorsqu'ils font leurs devoirs, mais ils arrivent en classe, ils n'ont plus du tout en tête ce qu'ils ont fait quand ils ont fait les devoirs. Si à ce moment-là j'apporte des éléments correctifs, les élèves n'ont plus en tête ce qu'ils ont produit. Donc ces deux piliers qu'il ne faut pas séparer, on voit que ça va bien questionner en fait énormément nos pratiques en classe et hors la classe. C'est aussi dans ces deux piliers que vont se nicher les problèmes de compréhension. Vous nous appelez tous les jours en me disant « je ne comprends pas », on se situe là, dans « je m'engage, j'ai un retour, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas la consigne qu'on me donne ». Ça va être dans ces deux piliers. Et puis même si on est attentif, qu'on s'engage et qu'on a un feedback, il faut aussi consolider les apprentissages. Les apprentissages, un seul apprentissage ne suffit pas, il va falloir les consolider sur un temps long. Alors là, je ne vais absolument pas rentrer dans le détail puisqu'il y a un atelier qui est justement consacré aux stratégies efficaces pour mémoriser. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez tout à fait vous inscrire. C'est à l'inscription, c'est ça, au choix. Voilà. Donc vous pouvez choisir l'atelier 2 sur des outils au service de la mémorisation. Alors je reviens juste sur engagement actif et retour d'information pour préciser un peu ce que fait le cerveau. On dit que notre cerveau est, alors le terme c'est bayésien, et il fonctionne par itération. Voilà. Si je traduis, bayésien, ça veut dire statisticien. Mais c'est plus facile à dire bayésien que statisticien. Bayes est un mathématicien, c'est l'idée que notre cerveau est capable de prédire, de faire des prédictions sur son environnement, et on est câblé pour faire ça très tôt. Un bébé peut faire déjà des prédictions sur le monde qui l'entoure. Il est déjà, quand il naît, capable d'un certain nombre de choses. Alors comment font les chercheurs? Ils prennent un bébé, ils prennent une boîte et puis ils lui montrent des balles qu'ils mettent à l'intérieur. Et très tôt, le bébé, si vous mettez 10 balles rouges et une balle blanche, il prédit déjà que dans la boîte, il y a plus de balles rouges que de balles blanches. Si vous ouvrez la boîte et que c'est le cas, il ne se passe rien. Si vous ouvrez la boîte et qu'il y a 10 balles blanches et une balle rouge, le bébé réagit en faisant quelque chose comme ça. Signifiant que son cerveau perçoit un écart entre ce qu'il avait prédit et ce qu'il est en train de voir. Donc on a vraiment un cerveau qui est capable de faire ça naturellement. À partir des modèles qu'il construit, donc des modèles qu'on internalise, on a des modèles sur tout, c'est très très rare qu'on n'ait pas de modèle. À moins que vous n'ayez jamais entendu un mot, par exemple peut-être que vous n'avez pas de modèle sur les blastomycètes, si vous n'en avez jamais entendu parler, mais peut-être que vous pouvez déduire qu'avec mycètes que ça parle de champignons par exemple, et à partir de là vous allez pouvoir faire des prédictions. Donc c'est très rare vraiment de rien pouvoir prédire. Donc, à partir des modèles que le cerveau construit, il est capable d'émettre des prédictions, de faire des suppositions, de répondre à des questions. Ça, c'est la partie engagement. Ces prédictions, elles doivent être comparées au retour qui vient de l'extérieur, ce fameux retour d'information, pour que le cerveau puisse évaluer ce qu'il a produit par rapport à ce qu'il fallait produire. C'est dans cette comparaison qu'il va être capable de détecter s'il y a des erreurs ou pas. S'il n'y a pas d'erreur, si la prédiction du cerveau est conforme au feedback qu'on va lui donner, alors l'apprentissage est terminé. Si le cerveau détecte une erreur, il va pouvoir modifier son modèle interne. Et quand on parle d'itération, ça veut dire qu'on va faire plusieurs boucles comme ceci, et donc le cerveau s'engage, il corrige à chaque fois qu'il va s'engager, qu'on lui fait un feedback, qu'il détecte des erreurs, il corrige. On voit bien que dans ce système-là, l'erreur, elle est centrale. C'est grâce à l'erreur qu'en fait, on va modifier progressivement nos modèles internes et apprendre. Et donc, il est important d'en faire, puisque c'est par les erreurs qu'on va pouvoir corriger progressivement ce qu'on apprend. Voilà, je dis ça parce qu'il y a aussi dans les ateliers un travail important qui est mené sur l'erreur et on voit qu'elle est centrale dans les processus d'apprentissage. Voilà, ça c'est pour les 4 piliers. Alors, les deux là sont importants, engagement actif et retour d'information, et on va voir que par rapport à ces 4 piliers, l'autonomie des élèves, la métacognition, leur régulation va concerner évidemment toutes ces activités cognitives. Alors je vais vous proposer évidemment maintenant qu'on définisse ce concept et qu'on voit un petit peu ce qu'il veut dire. Comment est-ce que les élèves peuvent ensuite faire preuve de métacognition? Alors d'une manière assez simple, on peut définir la métacognition de la façon suivante. C'est notre capacité de contrôle, d'évaluation, de suivi et de révision en temps réel de nos actions cognitives. C'est donc notre capacité à conduire des actions cognitives et à les modifier en fonction de ce qui va se passer dans cette action cognitive. Donc si je reprends mes 4 piliers, on peut évidemment réguler nos activités dans ces 4 piliers-là. Si je régule mon attention, dans ce cas-là, on peut même parler de méta-perception, c'est-à-dire que la métacognition, c'est un terme global, mais on peut la redécouper en fonction du type d'action cognitive. Donc la méta-perception, c'est la régulation de notre attention, notre perception. Comment je fais pour vérifier que j'ai bien été attentif ou attentif à ce qu'on m'a dit, par exemple.
Qu'est-ce que je mets en place pour le vérifier? Qu'est-ce que je mets en place pour étayer si besoin? Au niveau engagement et retour d'information, là on parlera de méta-compréhension, de méta-raisonnement si on va chercher à réguler notre compréhension. Et au niveau de la mémoire, on parlera de méta-mémoire lorsqu'on va chercher là à réguler nos activités de mémorisation. C'est toujours la même chose, c'est toujours de la régulation que va faire le cerveau. Et on voit bien que quand on dit ça, on rentre sur le champ de l'autonomie cognitive des élèves, puisque lorsqu'ils sont capables de faire ça, ils font preuve d'autonomie sur les actions cognitives. S'ils sont capables en temps réel de les contrôler, de les conduire, de les dérouler, de les réviser en fonction de ce qu'il se passe. Par exemple, s'ils détectent une erreur, comment ils la prennent en compte et la corrigent, comment ils évaluent leur résultat final, comme étant conforme à ce qu'il fallait faire ou pas. Tout ça relève de la métacognition. Donc vous voyez, en haut à gauche, j'utilise un petit picto qui est une boucle, deux flèches qui bouclent l'une sur l'autre, parce que en temps réel, notre cerveau va s'engager, et puis l'activité va nous renvoyer des informations, et en fonction de l'activité, de ce qu'on ressent ou de ce qu'on vit, on peut modifier ce qu'on a prévu, notre stratégie, notre but, et puis se réengager, et puis dans le cerveau, ça va boucler comme ceci. Voilà comment on peut la définir. On va revenir un petit peu aussi sur notamment la métacompréhension, mais retenons là que c'est l'autorégulation de nos activités cognitives. Alors, si on continue de définir un peu ce concept, on peut distinguer deux grands types de métacognition que j'ai symbolisé, vous voyez, à gauche par un livre ou par un cœur. La métacognition avec le livre, c'est la métacognition explicite, déclarative, qu'il est facile de mettre en mots, je peux discuter facilement de ça. Ça recouvre les stratégies efficaces pour apprendre notamment. Ça, c'est le volet très classique de la métacognition. Si vous allez sur Google, vous tapez métacognition, vous allez très vite tomber sur cette approche de la métacognition, c'est-à-dire apprendre à apprendre. Comment je m'y prends? Quelles sont les stratégies efficaces pour apprendre? On va également retrouver là-dedans les théories prédictives que on va construire progressivement, au fur et à mesure des années de notre expérience, sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va être capable, à un moment donné, de prédire nos propres résultats en mathématiques, en français, en langue, en disant, par exemple, moi je suis nul en maths, donc les maths ça ne marche pas pour moi, ou je suis nul en français, je suis nul en SVT, je suis nul en langue. Donc ça, c'est des théories qu'on construit sur soi-même, au fur et à mesure évidemment de l'expérience d'élève, et ça relève de quelque chose d'assez déclaratif et explicite. Mais parallèlement à ça, il y a tout un volet qui est dit plus implicite, plus procédural, qui est symbolisé par le cœur. Et là, ce sont les prédictions inconscientes et les sentiments métacognitifs. Ce volet-là est assez peu connu en France, et c'est sur celui-là que moi je vais insister aujourd'hui, puisque le volet « Comment apprendre à apprendre » et les stratégies efficaces, c'est quelque chose d'assez classique et qu'on trouve très facilement. En revanche, le deuxième volet, qui est principalement développé par le GT5, est assez peu connu en fait, en réalité en France, où l'approche métacognitive est principalement centrée sur le volet déclaratif, explicite, et principalement les stratégies pour apprendre. Le problème, lorsqu'on n'a que cette approche, il est double. D'abord, c'est incomplet, évidemment, puisque vous voyez qu'il y a d'autres éléments dans la métacognition et on va voir le rôle important des sentiments. Et puis, l'autre problématique, c'est que lorsqu'on demande aux élèves de mettre en œuvre des stratégies de régulation en temps réel, en réalité, on les met en double tâche. C'est-à-dire qu'ils sont en train de mener une activité cognitive et on leur demande d'avoir un regard un peu méta et de se regarder en train de faire et de voir s'ils peuvent améliorer leur stratégie à ce moment-là. Et bien à ce moment-là, ils se mettent en double tâche et les études montrent que ça a tendance à plutôt diminuer leur performance. Donc le volet qu'on va nous aujourd'hui plutôt développer, c'est comment nourrir des sentiments métacognitifs positifs pour leur permettre de réguler correctement leurs apprentissages et on va voir précisément ce que ça implique. Alors maintenant qu'on a dit ça, on va voir les conditions pour pouvoir s'auto-réguler correctement. Et pour faire ça, je vous propose de faire un petit exercice. Très simple, vous allez voir. L'exercice va s'afficher et je vais simplement vous demander de le faire et de noter votre réponse. C'est à vous. Je vous propose des éléments correctifs. 3 pommes égale 30, une pomme égale 10. Ligne suivante, si la pomme vaut 10, 18 moins 10, les deux lots de bananes valent chacun 4. Si je descends et que mon lot de banane vaut 4, 4 moins les noix de coco, ça fait 2. Donc les noix de coco valent 2. Et donc en bas, je réinjecte le tout, ce qui me fait 2 plus 10 plus 4, 16. Donc si vous avez répondu 16, vous avez la bonne réponse. Si vous n'avez pas répondu 16, ne vous stressez pas, puisque l'important, c'est ce qu'on va pouvoir dire de l'exercice.
Voilà, pas de stress bien sûr. Alors, pourquoi je vous fais faire cet exercice? Parce que vous notez qu'il n'y a pas de questions. Je ne vous ai absolument pas posé de questions, c'est-à-dire que pour pouvoir faire cet exercice, vous avez auto-régulé votre activité cognitive, c'est-à-dire que vous avez été capable de déterminer votre objectif. Moi, je ne vous ai pas demandé de faire des calculs, mais c'est ce que vous avez fait. Vous avez déterminé qu'il fallait faire des calculs et qu'il fallait déterminer en bas la valeur de l'équation finale. Vous avez été capable d'évaluer vos progrès au fur et à mesure, notamment chaque ligne se passant bien, hein, vous arriviez à un résultat et vous aviez besoin des 3 résultats. A priori, en arrivant sur la dernière ligne, vous avez aussi conclu que c'était bon, vous aviez tout ce qu'il vous fallait. Et puis, vous avez été capable aussi d'évaluer le résultat final. Si vous avez trouvé, par exemple, comme réponse, je ne sais pas, une pomme, vous auriez régulé en disant « c'est pas possible que je trouve une pomme, il me faut un chiffre ». Si vous aviez trouvé moins 12, là aussi, peut-être que vous auriez à nouveau fait des calculs ou régulé. Après, peut-être vous avez trouvé 14 et là, vous vous êtes dit « si, ça doit être bon ». Et bon, bah, là, c'est encore autre chose. Ça ne veut pas dire que c'est juste, mais en tout cas, vous avez été capable de mener tout ceci. C'est-à-dire vous choisir un objectif, vous choisir une stratégie pour l'atteindre, et être capable de vous évaluer en temps réel pendant l'activité et à la fin de l'activité. À partir du moment où vous êtes capable de faire ça, vous êtes en train de faire de la métacognition, de l'autorégulation et vous êtes autonome dans la réalisation de l'exercice. Alors c'est évidemment important pour les apprenants parce que cette autorégulation, elle permet d'apprendre plus efficacement, notamment parce qu'elle va permettre à chacun d'entre nous, lorsqu'on fait ça, de mettre le bon niveau d'effort. Quand l'exercice est affiché, très naturellement chez vous, sans que vous soyez forcément conscient, vous avez régulé votre niveau d'effort. Si par exemple vous êtes super à l'aise en mathématiques, vous avez vu rapidement le truc, vous avez fait trop simple. Et vous avez baissé votre niveau d'effort. Si vous n'êtes pas très à l'aise, vous vous êtes dit ah mince des maths. Et au contraire, vous avez monté votre niveau d'effort pour être sûr de faire l'exercice. C'est assez naturel, hein. Un élève vous dira jamais oh écoutez monsieur ça a l'air très simple, je vais baisser mon niveau d'effort. Mais c'est ce qui se passe en réalité. Et évidemment, ça va impacter l'exercice en lui-même parce que si vous rentrez avec un niveau d'effort bas, eh ben, vous allez avoir une perception plus basse, une compréhension peut-être aussi plus basse. Donc le bon niveau d'effort qui est déterminé par notre compréhension de ce qu'il faut faire, nos capacités et plein de choses, il est important. Et puis ça permet d'être plus motivé à poursuivre des buts scolaires. Si vous avez eu 16, vous allez être probablement plus enclin à refaire l'exercice. Vous avez peut-être même eu un petit pic de dopamine. Vous voyez, quand j'ai corrigé que c'était 16, vous avez fait « yes, 16 ». Et du coup, vous êtes prêt ou prête à refaire un exercice parce que justement, cette réussite nourrit la motivation à se remettre dans la condition qu'on vient de vivre. On a un circuit de la récompense qui gère ça très bien dans le cerveau et qui nous donne envie de refaire ça. Si vous n'êtes pas arrivé à 16, vous n'avez probablement plus envie de faire ce genre d'exercice. Pas de bol, j'en ai encore. Alors, donc c'est important de développer évidemment cette autorégulation près des élèves pour leur permettre d'être plus autonomes, plus motivés et de réussir leurs apprentissages. Alors pour pouvoir faire ça, il y a en fait 3 conditions nécessaires que les élèves doivent compléter pour pouvoir s'autoréguler. Donc je les ai symbolisés, vous voyez, par des petits cubes avec des lettres à l'intérieur, donc je vais les reprendre. Mon premier petit cube, PA, il faut pouvoir apprendre. Il faut avoir les capacités de faire. Si vous n'aviez pas les capacités cognitives de faire l'exercice, vous n'aviez pas les outils, par exemple mathématiques pour le faire, vous n'auriez rien régulé du tout, évidemment. VA, il faut vouloir le faire. Vous avez bien voulu faire l'exercice. Enfin, ça, j'en sais rien, j'étais pas dans votre tête. Ça, hein. Vous avez peut-être... vous n'avez peut-être pas fait l'exercice tout en ayant la posture, vous savez, parce que la posture ne nous dit rien. La posture, vous me faites, là moi je vous vois, vous faites et vous écrivez un truc et moi je me dis que vous avez fait l'exercice, mais en réalité je ne suis pas dans votre tête. Et donc on ne peut pas vérifier juste avec la posture si vous faites le travail. Mais il faut vouloir. Et puis aussi, une troisième chose qui est importante avec le P et le E, il faut pouvoir s'évaluer. Il faut pouvoir évaluer son activité cognitive pendant qu'on l'a fait et à la fin. C'est à ces 3 conditions, je vais revenir dessus et les détailler, mais c'est à ces 3 conditions qu'on est capable d'autoréguler ses apprentissages. Donc pour aider nos élèves à être plus autonomes, eh bien, il faut que ces 3 conditions soient réunies chez chacun d'entre eux. Alors on va revenir sur ces 3 conditions justement. Pouvoir apprendre, ça veut donc dire être capable d'agir d'un point de vue cognitif déjà, hein, être capable de percevoir, d'encoder, être capable de raisonner, de comprendre, de mémoriser et donc aussi d'avoir le niveau suffisant pour choisir le but et la stratégie ou se l'approprier si c'est l'enseignant ou l'enseignante qui nous la fournit, bien évidemment. Ce que vous avez pu faire dans l'exercice, vous étiez en capacité de le faire, de choisir votre but, votre stratégie en autonomie.
Alors, évidemment, il y a un lien fort ici avec un concept que vous connaissez probablement déjà, hein, qui est la zone proximale de développement de Vygotsky. Alors, très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, cette zone, c'est celle dans laquelle l'élève est capable de faire les activités cognitives, mais avec de l'aide. En dessous, il le fait sans aide, ce qui conduit en général plutôt à de l'ennui. Le pire, c'est au-delà, puisqu'au-delà, même quand on aide l'élève, il ne peut pas faire ce qu'on lui demande. Donc là, il n'est pas dans la capacité de faire, il n'est pas dans la capacité de pouvoir apprendre. Alors là, il y a un gros volet qui relève de, évidemment, diagnostiquer les prérequis des élèves, où est-ce qu'ils se situent, quelle est leur zone proximale de développement, et évidemment différencier en fonction, puisque nous, on n'est pas face à un seul élève, on est face à plusieurs qui ne sont pas au même niveau. Et pour autant, si on ne le prend pas en compte, on a un certain nombre d'élèves qui ne pourront pas, même avec de l'aide, faire les activités. Je vous ai mis aussi là en lien, quand vous téléchargerez le diaporama, vous avez un lien vers un dispositif parmi beaucoup pour aider à différencier, qui s'appelle la table d'appui et qui est expliqué par Alexia Forget dans le lien que je vous ai mis. Si ça vous intéresse de voir certains dispositifs, je me suis dit que vous pouviez profiter de ce dispositif-là. Donc première chose, il faut pouvoir apprendre. Deuxième chose, il faut vouloir apprendre. Alors, les élèves poursuivent des buts qui orientent la façon dont ils vont envisager les activités, les tâches et leur engagement. Les élèves peuvent se fixer deux types d'objectifs, des buts de performance ou des buts de maîtrise. Dans les buts de performance, les élèves vont plutôt focaliser leurs résultats sur la démonstration de leurs compétences et leur supériorité par rapport aux autres. Quand vous rendez une évaluation, ça s'entend quand les élèves font par exemple « T'as eu combien toi ?»« Ah, je t'ai battu d'un demi-point. » « Et toi, t'as eu combien ?»« Ah mince, tu m'as battu. » Voilà. Ça, ce genre de phrases, ce sont des indices qui nous montrent que l'élève, là, poursuit plutôt des buts de performance. Dans le cas des buts de maîtrise, les élèves sont plutôt centrés sur l'acquisition des compétences. C'est un élève qui va plutôt dire, quand on rend une évaluation, « Ah bah ça y est, j'ai enfin compris ce truc. » Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Là, ça nous donne plutôt comme indice que l'élève s'est fixé un but de maîtrise. Alors notre système, malheureusement, pousse plutôt les élèves à poursuivre des buts de performance que des buts de maîtrise. Alors, ça n'empêche pas de réussir de suivre des buts de performance, qu'on soit bien d'accord. En revanche, la recherche montre que les buts de performance ont des effets délétères sur les apprentissages dans certaines conditions. Lorsqu'on est confronté à des échecs, lorsqu'on a une faible perception de ses compétences propres et lorsque les tâches sont considérées comme particulièrement difficiles. Il faut le savoir, et nous, ça nous donne là 3 leviers. En creux, si on retourne les 3 situations, eh bien, on voit qu'en fait, on peut aider nos élèves, notamment en les mettant en réussite, notamment en les aidant à percevoir correctement leurs compétences réelles, et alors en leur proposant des tâches qui sont accessibles. Alors vient une question pour vous, maintenant forcément. Faut-il être motivé pour vouloir apprendre et réussir ? Ou faut-il réussir pour vouloir apprendre et se motiver? Autrement dit, quelle est la porte d'entrée pour nous, en fait, là? Est-ce qu'on motive les élèves pour les faire réussir ou est-ce qu'on les fait réussir pour les motiver? Si vous souhaitez répondre la première, tapez 1 avec votre main, comme ceci, ou tapez 2, ce qui me permettra de voir ce que vous choisissez. Donc, je vais vous laisser choisir et me montrer ce que vous prenez comme réponse. Montrez-moi devant vous, simplement, voilà, 1 ou 2. Alors, il y en a qui choisissent les 2. Mais montrez-moi, voilà, ça me permet d'avoir à la louche... ce que vous pensez majoritairement. Ok, très bien. Alors, je ne dirai rien, mais la réponse est plutôt la deuxième. Clairement, ça va être la remise en réussite qui va nourrir la motivation ultérieure. Et ça tombe bien parce que c'est plus facile pour nous, les enseignants, de remettre en réussite que de motiver. Parce que quand on est face à des élèves démotivés, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, une porte d'entrée qui est plus facilement, évidemment pour nous, plus facile à mettre en œuvre, c'est la réussite. Pour le vouloir apprendre, une autre piste pour nous, évidemment, ça va être de remettre les élèves en réussite, en particulier lorsqu'ils ne le sont plus. Troisième condition, donc pouvoir s'évaluer. Alors, pouvoir s'évaluer, c'est être capable d'évaluer son activité cognitive, c'est-à-dire faire le monitorage, le suivi de son activité grâce à des feedbacks. Qu'est-ce qu'on appelle feedback? Un feedback, c'est toute forme de retour d'information que le cerveau va utiliser
pendant l'action qu'il est en train de mener. Alors, différents types de feedback, hein. Un message d'erreur, c'est-à-dire « oh mince, je viens de faire une erreur », c'est un feedback qui renseigne le cerveau sur l'activité qu'il est en train de faire. Un sentiment que tout va bien, que je suis confiant dans ce qui se passe ou confiante, ben voilà, je me sens bien, je suis confiant dans ce que je suis en train de faire, ça se passe bien, c'est aussi un feedback que le cerveau va utiliser. Les enseignants, nous donnons beaucoup de feedback, hein, soit très développés, mais très fugaces, hein, par exemple. Voilà, ça, c'est un feedback. Hein. Un index qui se pose sur la feuille aussi, c'est un feedback. Donc tout ça, le cerveau de l'élève va l'utiliser en temps réel pour réguler son activité cognitive. Les pairs vont aussi donner beaucoup de feedback, positif ou négatif. Hein, soit parce que, par exemple, on rigole de la réponse, ça envoie un signal au cerveau, ça. Hein. Soit on a quelqu'un à côté qui fait « oh là là, c'est simple, ça ». Et puis nous, on bloque. Oui, c'est très agréable, ça, comme feedback. Immédiatement, on se sent bien mauvais. Hein. C'est-à-dire qu'on a le sentiment immédiat. Et ça, c'est un feedback pareil. Le cerveau utilise donc tout ça. Donc à la fois des feedbacks, vous voyez, qui sont internes. Donc là, que nous, on ne va pas voir, hein, bien évidemment. Et puis tous les feedbacks externes qui vont venir de l'enseignant et des pairs autour qui soit font des commentaires directs, soit indirects, parce que quand un élève dit « ah bah c'est super simple ça », c'est assez indirect, il ne me vise pas spécialement moi, mais pourtant ça va impacter. Tout ça, c'est autant de formes de suivi de l'action que le cerveau va utiliser en temps réel, et tous ces feedbacks sont à la source de la confiance en soi éprouvée par les élèves. Plus ils sont positifs, plus ça nourrit une confiance forte, plus ils sont négatifs évidemment, et plus ça nourrit une confiance, enfin plus ça va baisser la confiance des élèves. Alors, les types de feedback, on peut distinguer différents types de feedback à des moments notamment importants. On va considérer 3 grands types de feedback. Les feedbacks de but, qui sont des feedbacks qui se font avant l'activité, qui sont plutôt au niveau du contrôle de l'activité, donc autour de l'objectif. Qu'est-ce que je dois faire? Quel est l'objectif là de l'apprentissage? Est-ce qu'il est atteignable? Est-ce que je pense que je peux le faire? Donc là, on est vraiment avant l'action. Après, on a les feedbacks de processus, c'est pendant l'action. Donc comment je l'atteins? Qu'est-ce que je mets en place? Quelle est ma stratégie? Comment je m'y prends? Quand je fais des erreurs, qu'est-ce que j'en fais? Voilà, tout ça, c'est les feedbacks de processus. Donc soit, alors encore une fois, hein, soit je le fais avec des feedbacks internes, soit grâce au feedback externe, pairs ou enseignants. Et puis à la fin, le feedback de résultat. Donc là, on est après. Donc, vous voyez qu'on a 3 moments, hein, avant, pendant, après. On est après, et là, c'est des feedbacks centrés sur ce qu'on a fait. Donc qu'est-ce qui me fait penser que j'ai bien atteint mon but, en tout cas celui que je m'étais fixé? Est-ce qu'il me reste des éléments que je dois encore faire? Si oui, comment je m'y prends? Donc là, on voit que le pouvoir s'évaluer, hein, s'exprime pleinement à ce moment-là. Et pour chacun de ces types de feedback, on peut nous proposer évidemment des tas de choses. Alors là, l'idée pour moi, c'est de vous proposer 2-3 éléments. Vous avez aussi tout le travail en atelier par la suite pour explorer, mais autant vous proposer déjà un certain nombre de choses dont on sait que ça a un effet positif sur les apprentissages. Lorsqu'on se situe sur le feedback de but, donc où on est plutôt avant, évidemment, tout ce qui va consister à expliciter les buts conceptuels des apprentissages et des devoirs, puisque là on parle aussi beaucoup de devoirs faits, donc et des devoirs, sont évidemment des gestes importants, notamment en distinguant les objectifs conceptuels des consignes mises en œuvre. On sait que les élèves ont tendance à rester plus englués au niveau des consignes et à perdre de vue les objectifs. Donc on a là beaucoup de choses à mettre en place pour aider l'élève à se remettre au niveau des consignes. Et ça, qu'il soit petit ou plus grand, moi des élèves de terminale, si je leur demande ce qu'on a fait la semaine d'avant, ils vont me dire « on a fait du microscope ». Ok, mais qu'est-ce qu'on a appris? Ok, voilà, donc, et puis c'est assez naturel, parce que même si on les donne, en général on les dit, c'est écrit. On ne demande pas forcément aux élèves de les reformuler, de s'en emparer, et donc du coup, après, lorsqu'on va passer aux explicitations des tâches, on va passer plus de temps parce qu'il y a le microscope, il faut faire ci, ça, et donc du coup, à la fin, quand on demande ce qu'on a fait, on fait du microscope, et les élèves ont du mal à revenir sur quel était l'objectif initial. Donc faire formuler les objectifs aux élèves, évidemment, pertinent. Donc là, vous avez 2 ateliers qui vont permettre aussi de travailler cet aspect-là, le travail sur la consigne, et puis les types de devoirs, donc atelier 1.1 et atelier 1.2, où vous allez avoir des prolongements évidemment très nets avec cet aspect-là. Et puis aider les élèves à percevoir, encore une fois, donc on peut leur faire formuler, et puis on peut les aider à différencier les consignes et les objectifs avec des exercices type menu du jour ou équivalent, ou des exercices donc où on se situe avant, où on aide les élèves là. Alors le menu du jour, c'est un dispositif
formulé comme ça qui vient plutôt du premier degré, en début de journée où on fait le menu du jour, mais ça s'adapte évidemment très bien en second degré. Il s'agit en début de séance de faire le point sur ce qu'on va faire au niveau conceptuel. Et le journal des apprentissages, c'est l'inverse, c'est à la fin, c'est qu'est-ce qu'on a fait d'un point de vue conceptuel. On peut utiliser des petits outils, alors je ne sais pas si vous lisez bien les deux cases, ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que j'ai appris. Vous voyez que là, lorsque l'élève remplit ça, il doit bien faire la distinction entre ce qu'il a fait, la tâche qu'il a conduite pendant une heure ou un temps, et ce qu'il a appris, c'est-à-dire là revenir sur l'aspect conceptuel des apprentissages. Donc voilà des exemples de gestes pédagogiques qui sont favorables, notamment avant l'activité, ou en tout cas, si on le mène en journal des apprentissages, reliés au niveau du but poursuivi. Deuxième chose sur les feedbacks de processus, là il va s'agir de proposer des stratégies de correction de l'erreur en réponse au ressenti des erreurs, parce que le ressenti d'erreur fait toujours émerger chez l'apprenant, même nous adultes, hein. Quand on fait des erreurs, ça fait toujours émerger quelque chose d'assez négatif, avec une pensée de l'ordre de « je suis nul dans ce que je suis en train de faire ». Alors évidemment, tout ce qu'on met en place pour accueillir les erreurs positivement, comme permettre de demander de l'aide à un père, tous les outils qu'on met en œuvre évidemment pour accueillir les erreurs vont être intéressants. Faire de l'erreur un levier d'apprentissage en se situant dans la zone proximale de développement des élèves, en tenant un journal des erreurs, par exemple comme ceci, c'est-à-dire aujourd'hui voici mes erreurs et voici ce que j'ai appris grâce à elles. Donc ce genre de journal qui donne à lire que l'erreur, c'est sur ça que justement c'est sur l'erreur qu'on fait un focus pour pouvoir mettre en lumière ce qu'on apprend grâce à elle et puis favoriser un climat bienveillant accueillant les erreurs. Parce qu'il y a dire on accueille les erreurs, on est bienveillant, et puis il y a l'incarner H24 alors qu'on est des humains et qu'il y a des moments c'est pas si simple. Vous savez, il suffit d'un petit geste comme ça aussi très fugace. Vous voyez, un élève dit quelque chose et on fait ça. Voilà, très fugace, hein, mais après on peut lui dire trompe-toi, mais si on fait ça, c'est compliqué. Et puis des fois, on est des humains, on est fatigué, on est malade, on n'est pas bien, et puis à la quatrième question qui est exactement la même que les trois premières à laquelle nous avons déjà répondu, eh bien, pas de bol pour le quatrième élève. Voilà, je l'ai déjà dit 4 fois. Voilà, bon, l'élève ne posera plus de questions probablement une fois qu'on s'est énervé. Alors, il n'y a pas de jugement quand je dis ça, hein, parce qu'évidemment c'est compliqué, on n'est pas des machines. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus complexe que de dire trompez-vous. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, c'est tout un ensemble dans la posture. Il y a notamment un atelier justement sur les postures. C'est bien plus que simplement le dire. Hein. Même nous, adultes, suivant le contexte, on ne s'autorise pas à se tromper. Il suffit qu'il y ait des inspecteurs, par exemple, ou des hauts dignitaires de l'éducation nationale, et on ne va pas s'autoriser à se tromper de la même manière que si on est entre pairs. Et donc tout ça, c'est voilà. Oui, bien sûr, l'erreur est importante, elle est fondamentale. On doit le porter auprès des élèves, ils doivent aussi le vivre, mais il faut qu'on l'incarne. C'est pas si simple en réalité d'incarner ça pour plein de raisons, donc il faut qu'on en soit conscient et qu'on puisse réfléchir sur la façon dont on peut le mener concrètement. Et puis le troisième volet sur le feedback de processus, où là l'idée évidemment c'est d'aider les élèves à conscientiser l'écart entre la performance et ce qui était attendu. Alors en classe on a la main, mais ça pose la question aussi pour les devoirs. Comment est-ce qu'on aide les élèves lorsqu'ils font leurs devoirs ? À savoir que quand ils ont terminé leurs devoirs, c'est bien ce qu'il fallait faire et qu'il n'y a pas d'écart entre ce qu'ils devaient faire et ce qu'ils ont fait. Alors on peut aussi là proposer des projets de progrès par exemple, qui sont des outils intéressants pour aider à conscientiser. Alors un projet de progrès, j'ai un exemple, ça prend la forme qu'on veut, mais voici un exemple. En haut vous avez une échelle qui donne évidemment les attendus en fonction de 4 niveaux de maîtrise pour la compétence qui est analyser des résultats expérimentaux. Et donc l'élève doit utiliser cette grille pour s'auto-positionner. Donc dessous, vous voyez, il y a un espace pour l'auto-évaluation avec des numéros qui correspondent au moment où l'élève l'a fait. Donc quand le numéro 1, c'est la première fois qu'il a fait, le numéro 2, c'est la deuxième fois qu'il a fait, le numéro 3, la troisième fois qu'il a fait. Et dessous, à chaque usage, il va rédiger une piste de progrès que lui-même va donc écrire quand il va voir l'écart entre ce qu'il a fait et ce qu'il devait faire. Donc si on regarde, le 1, vous voyez, il s'est mis en maîtrise insuffisante et il a écrit « Je n'avais pas compris ce que c'est le paramètre, mais maintenant j'ai compris ». La deuxième fois qu'il a travaillé, il s'est auto-évalué, vous voyez le 2 au niveau satisfaisant, et il a écrit « J'ai bien décrit et comparé, mais je n'ai pas bien expliqué les résultats, je dois utiliser les différences provoquées par le paramètre ». Et puis ensuite, troisième fois qu'il a utilisé l'outil, vous voyez, il s'est mis dans la maîtrise très satisfaisante et il a écrit « Cette fois j'ai réussi, smiley, point d'exclamation, point d'exclamation ».
Donc voilà un exemple d'outil où l'élève écrit justement des pistes de progrès à partir de la conscientisation de l'écart entre ce qu'il a fait et ce qu'il devait faire. On peut aussi faire prendre conscience aux élèves qu'ils progressent grâce à des carnets de progression, par exemple. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup d'outils qu'on peut mettre en place, d'où l'intérêt, évidemment, de faire travailler tous les acteurs ensemble. Et il y a un atelier sur, justement, les outils de liaison entre acteurs, où l'idée, c'est de voir aussi qu'est-ce qu'on peut mettre en commun, tous ensemble, parmi l'ensemble des possibles qu'on peut proposer. Alors, ça m'amène à synthétiser cette première partie de la façon suivante. Sur les paramètres de l'autorégulation, on a évoqué le vouloir apprendre, la motivation. Alors attention, parce que là, vous voyez que ça commence mon schéma, mais on va voir qu'en fait, ce n'est pas le début, mais en tout cas, c'est lorsque j'entre dans une activité cognitive, il faut que je veuille y rentrer, donc j'ai le vouloir apprendre. Si je veux rentrer dans l'activité, ensuite, je rentre dans le pouvoir apprendre. Vous voyez que le vouloir apprendre va déterminer le pouvoir apprendre, c'est-à-dire le contrôle, le choix du but ou l'appropriation, qui me permet de choisir ensuite une stratégie ou m'approprier celle qu'on me donne et qui me permet ensuite de décider d'agir. Et là, je vais rentrer dans l'activité cognitive et dans le pouvoir s'évaluer, le monitorage tout au long de l'activité. Donc, tout au long de l'activité, je vais avoir un suivi et une évaluation finale du résultat. Cette évaluation finale du résultat et l'évaluation du suivi en temps réel me permettent, si j'ai besoin, d'aller modifier mon but et ma stratégie. Vous voyez, des feedbacks métacognitifs qui me permettent en temps réel d'aller modifier le contrôle et de changer ma stratégie, notamment si elle n'est pas adaptée. Ou de modifier mon but si le but que je m'étais fixé n'était pas le bon. Voilà pourquoi tout à l'heure je vous ai mis une double flèche. Vous voyez que ça boucle entre la partie contrôle et la partie monitorage. Je rentre dans l'action, l'activité me renvoie des informations, je peux changer en temps réel but et stratégie et je boucle comme ceci. Et à la toute fin, l'évaluation finale va venir ici, vous voyez, en feedback déterminer la motivation ultérieure à me réengager. Voilà pourquoi c'est bien la mise en réussite qui va permettre de nourrir la motivation ultérieure. Voilà comment fonctionnent les trois conditions. Vous voyez que pour être autonome, pour pouvoir s'autoréguler, l'élève doit pouvoir faire tout ça. Alors malheureusement, dans tout ça, les sentiments métacognitifs vont interférer. Et donc on va voir maintenant ce que sont ces sentiments métacognitifs et ce qu'on peut en dire. Alors, pour pouvoir parler des sentiments métacognitifs, je vous propose à nouveau de faire un petit exercice. C'est à nouveau très simple, il va s'afficher. Je vais vous demander ensuite, une fois que vous l'aurez vu, de le réaliser. Mais là, petite variante, je vais vous demander de répondre à cette question avant de faire l'exercice. C'est-à-dire qu'il va s'afficher, vous allez voir l'exercice et ensuite, avant de commencer, je vais vous demander de répondre à la question 1. Pensez-vous réussir l'exercice ? Et donc vous écrivez oui, très bien, oui, un peu, bof, non. Ensuite, vous faites l'exercice et vous notez votre réponse. Ça va pour la consigne ? Alors, on y va, c'est parti. Une fois que vous avez compris ce qu'il faut faire, pensez-vous réussir cet exercice ? Et ensuite, vous le faites. Je propose donc une correction rapide. 3 paires de chaussures égale 30, une paire de chaussures vaut 10. En dessous, si la paire de chaussures vaut 10, 20 moins 10, ça fait 10, donc chaque petit bonhomme vaut 5. Je descends, le petit bonhomme qui vaut 5, ça me fait 13 moins 5, 8, mes doubles cornets valent 4. Je descends, alors vous avez sûrement remarqué le fois. Il n'y a pas plus et fois. Ensuite, je n'ai pas une paire de chaussures qui vaut 10. J'ai une chaussure simple qui vaut 5, du coup. Je n'ai pas un double cornet qui vaut 4, j'ai un cornet simple qui vaut donc 2. Je n'ai pas un petit bonhomme qui vaut 5, j'ai un petit bonhomme qui vaut 5, plus il porte une paire de chaussures qui vaut 10, et un double cornet qui vaut 4. Le petit bonhomme vaut donc 5 plus 10 plus 4, il vaut 19. Ensuite, multiplication d'abord fois 2, 38. Plus la chaussure simple 5, 43. Je vous laisse répondre à la dernière question. Votre résultat réel est-il meilleur, pareil ou moins bon que votre prédiction, s'il vous plaît? Répondez à la dernière question. Alors, ce qui m'intéresse dans l'exercice, évidemment, c'est ce que vous avez traversé
Alors, j'ai entendu beaucoup de feedback des pairs. D'ailleurs, vous avez certains, j'ai entendu, il y a la multiplication. Ah, il y a une multiplication. Par exemple, ça, là, vous utilisez un feedback des pairs pour réguler ce que vous avez fait. Du coup, vous avez refait un calcul. Ou pas, vous avez dit, allez, c'est bon, je lâche l'affaire. Mais vous voyez qu'on utilise voilà, ces feedbacks-là. Alors, ce qui m'intéresse dans cet exercice, c'est ce que vous avez ressenti, et notamment parce que là, j'ai fait un focus conscient à 3 moments clés, qui sont 3 moments où émergent des sentiments métacognitifs importants. Avant, lorsqu'on regarde l'exercice, il y a déjà des sentiments qui émergent autour de, justement, est-ce qu'on pense réussir. Donc là, je l'ai rendu plus conscient parce que je vous ai demandé de les expliciter. Donc je vous ai demandé de dire bah oui, non. Donc là, ça appartient à chacune, chacun, hein, en fonction de plein de choses. Ça allait de ah oui, trop bien. En plus, bon, j'ai été méchant, je vous ai mis en confiance avec l'exercice précédent dans lequel il n'y avait pas de piège. C'est fait exprès, hein, mais... Donc, vous êtes arrivés très confiants, certains, en disant « Ah oui, bon, je l'ai réussi tout à l'heure, très bien, je me lance dedans, voilà. » Donc ça, c'est ma faute. Vous voyez que là, d'un point de vue pédagogique, j'aurais dû, par exemple, vous dire « Soyez vigilante, soyez vigilant. » Là, il faut être attentif à des éléments. Et là, j'aurais évité l'écart qu'il peut y avoir entre ce que vous avez potentiellement pensé faire et la réalité. Là, l'écart est grand. Donc là, à la fin, soit vous êtes extrêmement frustré en disant « Oh ouais, mais ça compte pas. » Enfin, voilà. Toute la rébellion hein, qu'on peut entendre parfois, ou alors c'est pas des maths, peu importe. Ou alors vous vous dites, ah ok, ça me va, je suis prêt à en refaire un, bon plein de choses, vous traversez énormément de choses. Ce qui m'intéresse là, c'est tout ce que ça fait émerger chez vous, qui en réalité vont déterminer, tous ces sentiments vont déterminer le fait que vous allez continuer ou pas à vous engager et à refaire ce genre d'exercice. Donc un sentiment métacognitif, les sentiments évaluatifs que font les élèves sont produits en fait de manière assez inconsciente entre ce que le cerveau prévoit et ce qu'il observe réellement dans le contexte. C'est assez inconscient, c'est-à-dire que si on ne pose pas la question, un élève ne va pas dire, ou vous-même, si vous n'avez pas posé la question, vous n'allez pas dire « Écoute, je vois l'exercice, mais j'ai un sentiment prédictif assez négatif parce que je sens qu'il y a des pièges. » Non, on ne fait pas ça, c'est assez automatique, et pourtant c'est ce qui se passe. Si ces sentiments sont plutôt positifs, évidemment, ça va donner plutôt envie de continuer, ça va donner du plaisir et ça va même donner envie de refaire un autre exercice du même type. A l'inverse, si c'est divergent, au contraire, on va plutôt avoir du déplaisir, de l'inconfort, de l'incertitude et on n'aura pas du tout envie de se réengager dans cet exercice. Et ce sont les sentiments qui, en réalité, vont décider de la poursuite de l'engagement et du niveau d'effort à faire. Voilà pourquoi tout à l'heure, quand je vous ai présenté les 2 grands types de métacognition, je vous ai dit qu'on va vraiment faire un focus sur les sentiments parce que vous pouvez très bien d'un point de vue déclaratif, savoir comment faire, connaître les stratégies et savoir comment apprendre à apprendre. On peut vous former sur ça. Mais si, quand vous faites les activités, vous avez des sentiments métacognitifs négatifs, malgré toutes vos connaissances déclaratives, ça peut vous empêcher d'autoréguler votre activité, ça peut vous faire décrocher et ça peut vous donner absolument pas envie de reprendre ce qu'on est en train de faire. Voilà pourquoi ces sentiments-là sont extrêmement importants dans les processus d'autorégulation métacognitive. Et voilà pourquoi il est intéressant pour nous d'essayer de mettre en place des choses qui font émerger chez les élèves des sentiments positifs et pas négatifs. Alors, quelques exemples de sentiments qui ne sont absolument pas exhaustifs. La familiarité, évidemment, j'ai le sentiment que je connais. Le sentiment de pouvoir réussir, de suivre ou de ne pas suivre, d'avoir bien travaillé ou bien perdu son temps, d'être captif ou de s'ennuyer, d'avoir fait un effort pour comprendre, etc., etc. Tous ces sentiments variant évidemment en valence, de très négatif à très positif, et en intensité, de pas très fort à très fort. Ces sentiments émergent donc à 3 moments clés, avant, pendant, après. Avant, c'est plutôt des sentiments autour de l'intérêt, l'importance et la capacité de réussir. Pendant, ça va être des sentiments liés plutôt à l'erreur et au sentiment de progrès. Et après, c'est plutôt lié au sentiment de réussite ou d'échec. Là, je vous ai mis le lien en bas, c'est une capsule vidéo qui en 8 minutes, donc j'ai fait quelques captures d'écran pour en parler, mais qui en 8 minutes vous explique ce que sont les sentiments métacognitifs. C'est une ressource extrêmement intéressante qui est en ligne et que vous pouvez retrouver très très facilement. Je vais zoomer sur chacun très rapidement. Avant d'entrer une activité, un élève passe par une évaluation de 4 questions. Ce n'est pas conscient, mais il traverse quand même 4 choses. La première, c'est est-ce que c'est intéressant pour moi? Est-ce que l'activité m'intéresse? Si oui, je m'engage, sinon je ne m'engage pas. Donc là, les leviers, c'est rendre évidemment les activités intéressantes et attractives pour les élèves. Éveiller la curiosité, l'élever sont des leviers intéressants à ce niveau-là. Est-ce que c'est important pour moi en tant qu'élève, maintenant ou plus tard? Donc redonner du sens, évidemment, sur les activités qu'on mène.
revenir sur les objectifs d'apprentissage et leur montrer que ces objectifs d'apprentissage, ils sont importants pour eux. Est-ce que je vais réussir ? Donc là, évidemment, tout ce qui aide l'élève à conscientiser qu'il peut réussir, par exemple en lui disant « mais si, regarde par exemple, pour faire cette activité, tu as besoin de cette compétence et cette compétence, et tu les maîtrises déjà ces compétences. Donc tu devrais pouvoir y arriver, et confiance. » Et puis l'effort à faire, s'il semble énorme, eh bien, même si je pense que je peux le faire, mais que ça me semble énorme, il est possible aussi que je ne m'engage pas. Donc là aussi, on a tous les gestes autour de l'effort. Accompagner, prévenir qu'effectivement, il va falloir faire un peu d'effort, par exemple, et l'accompagner. Oui, ça demande des efforts, mais vous avez de l'aide. Mais on va faire une pause au milieu. Mais voilà, comment on accompagne autour de l'effort. Tout ça est inconscient. Un élève ne vous dira pas « Écoutez, monsieur, je ne me suis pas engagé parce que j'ai trouvé que la probabilité de réussite était très basse et en plus, c'était très ennuyeux. » Donc bon. Ça, ils le disent, remarque, hein, mais c'est l'ennui, ils le disent. Mais en tout cas, là, on a autant de leviers, nous, pour faire émerger chez les élèves des sentiments d'intérêt, d'importance, de probabilité de succès et d'acceptabilité de l'effort. Ensuite, ils rentrent dans les activités et là, c'est les sentiments liés à l'erreur. Donc, encore une fois, on revient sur comment utiliser l'erreur, montrer qu'elle est nécessaire, comment les aider à lire aussi les progrès qu'ils font, hein, parce que les apprenants, ils sont à l'instant T, c'est-à-dire que je viens de rater l'exercice, je suis nul, je suis nul. Alors qu'en fait, en réalité, cet exercice, c'est le 15e qui nécessite d'avoir déjà fait plein de choses qu'ils savent déjà faire, mais ça, on l'oublie au fur et à mesure qu'on progresse. Donc, étayer aussi la progression. Avec des carnets de progrès, par exemple, j'en ai parlé. Et puis à la fin, les sentiments de réussite ou d'échec. Donc là aussi, remettre en réussite, adapter la difficulté, rester dans la zone de développement des élèves, les aider à remplir des journaux d'apprentissage. Autant de gestes qui, là, visent à nourrir les sentiments de réussite des élèves. Du coup, sur mon schéma, vous voyez, je peux revenir et rajouter, en fait, un élément important. C'est que tout ça, ça va être fait sur la base de la métacognition procédurale et des sentiments métacognitifs que je vais ressentir avant, pendant et après l'activité. Et ce sont eux qui vont en réalité interférer énormément dans les processus d'autorégulation. Et un sentiment aussi très fort à l'évaluation du résultat est la construction de la confiance et du sentiment d'efficacité des élèves qui vont là aussi nourrir la motivation ultérieure. Donc voilà, j'insiste un peu lourdement, hein, mais c'est donc bien la remise en réussite qui détermine la motivation ultérieure des élèves. C'est donc un levier important pour nous à mettre en place auprès des élèves. Alors, est-ce que j'ai été clair sur ce schéma, puisque j'ai fini de le construire ? Ça va ? Alors, si ça va, je vais vous laisser 2 minutes pour expliquer tout ça à votre voisin-voisine sur la base de ces petits pictos. Je vais donc vous demander d'expliquer à votre voisin, à votre voisine, picto du haut, ce qu'est la métacognition. Ensuite, les 2 grands types de métacognition, pourquoi j'utilise un livre et un cœur, et les 3 conditions fondamentales et nécessaires pour s'autoréguler. On va se donner 2 minutes pour faire ça avec votre voisine ou votre voisin. C'est à vous. Alors, je vous propose qu'on reprenne. Je suis gardien du temps et notre temps est limité, donc je suis obligé malheureusement de couper les échanges. Je voudrais donc déjà vous poser la question suivante. Y a-t-il des questions qui viennent d'émerger dans la formulation que vous avez faite dans cet exercice-là? Est-ce qu'il y a des questions qui ont émergé? Non, ok, super. Alors, je voudrais maintenant débriefer l'exercice. Cet exercice a pour moi donc 2 intérêts importants à ce stade quand je fais une présentation comme celle-ci. La première, évidemment, c'est étayer la mémorisation des concepts en donnant l'occasion là de vous tester dessus. Deuxième chose, ça me permet aussi d'étayer la compréhension. C'est-à-dire que vous n'aviez peut-être pas de questions et ça vous paraissait peut-être clair, mais au moment où vous devez l'expliquer à votre voisine ou à votre voisin, peut-être que là, on se rend compte qu'en fait, c'est pas si facile que ça et c'est absolument pas un problème. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est qu'à ce moment-là, quand vous traversez l'exercice et que vous ressentez vous avez ce sentiment métacognitif que c'est peut-être pas si clair, eh bien ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il va vous permettre ensuite d'étayer votre compréhension. Puisque à ce moment-là, vous vous rendez compte que c'est pas si simple et vous allez pouvoir à ce moment-là, en autonomie, étayer la compréhension, relire une note, poser une question. Demander au voisin ou à la voisine si elle ou lui a compris. Donc vous allez pouvoir faire en fait de la métacompréhension, c'est-à-dire cette autorégulation. Donc c'est pour ça aussi que cet exercice est intéressant. Vous voyez qu'il peut être mené en format cours magistral en fait en réalité, et il engage le cerveau de manière importante. C'est ce que je disais au début quand j'ai parlé des piliers. C'est même en format magistral, on peut rendre ça interactif. On peut mettre, vous voyez, en binôme. J'ai pas fait de groupe plus gros que le binôme, que des binômes, et ça marche quand même suffisamment pour faire des choses. Dernier point, mais qui avait déjà été anticipé aussi, c'est que je ne vous ai pas prévenu qu'on allait faire cet exercice. Idéalement, c'est intéressant aussi de dire qu'on va faire cet exercice. Alors,
Moi, ce que je fais quand je le mène comme ça, c'est que je préviens que j'indique, là j'aurais indiqué par exemple, si je l'avais, mais je ne voulais pas évidemment débayer mon exercice avant, mais je préviens que par exemple, vous voyez, il y a 3 notions, et donc il y aura 3 notions à expliquer, et qu'ensuite je vais distribuer dans les binômes qui doit expliquer quoi. Ce qui fait que vous ne saurez pas avant la fin quel concept parmi les 3 vous allez devoir expliquer au voisin ou à la voisine. Ce qui vous oblige évidemment à écouter et comprendre les 3. Parce que si on est d'accord, je vous donne que le premier, vous n'écouterez pas les 2 autres. Évidemment. Mais effectivement, c'est un exercice qui est intéressant à être précédé. Et un exercice intéressant pour la compréhension, ce qui me fait une transition magnifique vers ma dernière partie, la compréhension et la métacompréhension. Alors, je vais commencer par vous poser une question qui est la suivante. Quel est pour vous le geste professionnel le plus efficace pour vérifier la compréhension des élèves? Je vous donne plusieurs possibilités. On fait rien de spécial, ils se manifestent quand ils en ont besoin. Moi, les miens, ils savent très bien faire « Monsieur, je comprends rien ». Voilà. C'est tous les jours, donc on les laisse faire et puis on régule quand ils nous appellent. Deuxième possibilité, on prend les devants et c'est nous qui leur demandons « Ok, est-ce que vous avez compris ce que j'ai expliqué ?» Troisième possibilité, on propose de réaliser des exercices d'application après une explication pour vérifier qu'ils ont compris le concept et qu'ils peuvent l'appliquer. Quatrième possibilité, on propose de réaliser une carte mentale des mots-clés de l'explication pour être sûr qu'ils ont compris. Donc là, je vous demande de choisir pas celui que vous faites, mais celui parmi les 4 qui vous semble le plus efficace. Et vous pouvez me montrer avec votre main, encore une fois, quel numéro vous choisissez. Je vous laisse me montrer le numéro que vous choisissez. Ok, donc j'ai pas mal de 3 et 4. Ouais, 3, 4. Ok, donc majoritairement, vous avez choisi le 3 et le 4. Merci beaucoup. On garde ça. Je reviendrai dessus en fin de partie. Alors, la compréhension. On est d'accord que les élèves s'investissent plus ou moins dans les contenus qu'on leur propose. Évidemment, ça, un postulat de base qui est tout à fait évident. Mais de la profondeur de leur investissement, c'est-à-dire du degré d'effort qu'ils vont faire, en fait, dépend la qualité de la compréhension. C'est ce que j'ai un peu évoqué tout à l'heure. Si vous rentrez dans une activité avec un effort plus élevé, vous aurez probablement un niveau de compréhension plus fort que si vous rentrez dans un niveau avec un niveau d'effort bas. L'effort à faire se base sur une évaluation individuelle de la compréhension de ce qui est à faire. Quand vous avez vu les exercices, à chaque fois, vous avez évalué ce qu'il fallait faire et sur la base de cette évaluation, vous avez, alors encore une fois, ce n'est pas conscient, mais vous avez régulé votre niveau d'effort. Et l'évaluation de cette compréhension, elle se base sur le sentiment que vous avez eu de comprendre ou pas comprendre. C'est-à-dire, par exemple, vous avez vu que c'était des maths, qu'il y avait quelques calculs à faire, vous vous êtes dit c'est bon ou c'est pas bon, là ça appartient à chacun, mais c'est par rapport à votre sentiment de compréhension que vous avez eu en voyant l'exercice, sentiment qui peut être totalement illusoire. Et c'est toute la problématique qu'on va rencontrer lorsqu'on parle de compréhension, c'est quand les élèves ont un sentiment de compréhension réel, mais faux. Oui, parce que quand ils ne comprennent pas et qu'ils ont un sentiment d'incompréhension, en général, ils se manifestent, ils peuvent réguler. La problématique de la régulation de la compréhension, c'est lorsqu'on pense qu'on a compris alors qu'on n'a pas compris. Et c'est là toute la difficulté, et c'est sur ce volet-là, évidemment, que je voudrais revenir. Alors, la métacompréhension, par rapport à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est donc notre capacité d'évaluer notre compréhension, basée sur ce sentiment, et donc de la réguler. Donc on voit la difficulté, c'est que pour pouvoir réguler la compréhension, il faut avoir un sentiment qu'on n'a pas compris. Sinon, si on a le sentiment qu'on a compris, on ne régule pas. Donc toute la difficulté, c'est faire en sorte que les élèves aient des sentiments de compréhension réels. Soit ils ont réellement compris et il faut qu'ils aient ce sentiment s'ils ont réellement compris, mais s'ils n'ont pas compris, il faut qu'ils quittent le sentiment de compréhension. Et c'est tout l'enjeu. La problématique, c'est que beaucoup d'élèves n'utilisent pas les bons indicateurs pour évaluer leur compréhension. Les élèves vulnérables en particulier, eux, ils évaluent leur compréhension sur la base de la fluence et la familiarité. Donc la fluence, c'est la capacité à lire facilement, sans buter sur les mots, et la familiarité, c'est le fait qu'on est familier avec les mots. Ça fait émerger chez un grand nombre d'élèves un sentiment de compréhension. Le décodage donne un sentiment qu'on comprend. On est tous d'accord, je pense, pour dire que ce ne sont pas des bons indicateurs de la compréhension du contenu. Et pour autant, c'est sur ça que les élèves se fondent pour dire qu'ils ont compris. Et encore une fois, l'impression de compréhension, le problème, il est double, j'ai pas de régulation, je baisse mon niveau d'effort, et si en plus je baisse mon niveau d'effort, je vais encore moins comprendre, puisque du coup je vais rentrer dans l'activité avec un niveau d'effort bas, ce qui va impacter mes processus cognitifs pendant l'activité, et donc ma compréhension. Donc là, on a un enjeu, nous enseignants évidemment,
c'est pour aider les élèves à être autonomes dans leur compréhension et pouvoir la réguler, il faut déjà qu'on les aide à avoir des sentiments de compréhension corrects. C'est là la base, et je pars de ça pour pouvoir développer la suite. Alors, je vous propose quand même de définir du coup ce qu'est comprendre et ce qu'est un contenu conceptuel, c'est-à-dire ce qu'on leur demande de comprendre. On demande aux élèves de comprendre des choses, donc je vais définir les deux. Comprendre un concept, on est d'accord qu'a priori c'est l'intégrer aux connaissances qu'on a déjà, dans le but de tirer toutes les conséquences possibles. Inférence, transfert, déduction, généralisation, et donc de raisonner. Quand on demande à un élève de comprendre un concept, on lui demande ça, on lui demande d'intégrer ce concept à ce qu'il sait, et ensuite de pouvoir raisonner dessus. C'est ça qu'on demande quand on comprend, on ne lui demande pas juste de le restituer, ça c'est de la mémorisation. Si je demande de comprendre, je vais demander un raisonnement sur le concept, et ça va prendre la forme de déduction, d'inférence, de transfert, de généralisation, c'est ça qu'on demande quand on demande de comprendre. Alors un contenu conceptuel, comment est-ce qu'on pourrait le définir du coup ? C'est le potentiel d'inférence que l'on peut tirer d'une combinaison de représentations, de situations et de propriétés activées par un stimulus lexical ou perceptif. C'est clair, non ? Alors, je vais expliquer par la fin. Tout commence par un stimulus. Voici un stimulus. Ne pas faire ça avec des élèves, on les perd aussitôt, on est d'accord. Hein, mais là, avec des adultes, le chat, ça va encore. Vous avez un stimulus lexical, le mot chat, et un stimulus perceptif. Cela active dans votre cerveau une combinaison de deux éléments, comme vous le voyez. Une combinaison de représentation de situations, c'est-à-dire des situations déjà vécues associées au concept. On a tous ça sur les concepts, donc là, tout le monde, on a des situations vécues avec des chats. C'est horrible, ça me griffe tout le temps, c'est très doux, j'adore, c'est trop... Bref, ça appartient à chacun, mais ça active ça. Et ça active des propriétés. Des propriétés linguistiques associées au concept. Le chat est un mammifère, il a des poils, des mamelles, 4 pattes, c'est un vertébré, il a des vertèbres, tout un ensemble de propriétés qu'on a intégrées. Les deux s'activent en même temps par les stimuli, et ça nous permet ensuite d'inférer et de raisonner, de réfléchir. Et donc, le contenu conceptuel, c'est le potentiel de toutes les inférences qu'on peut faire quand on combine les situations et les propriétés qui s'activent par les stimuli. J'espère avoir été clair. Je vais illustrer mon propos à nouveau. Pour répondre à la question suivante, est-ce qu'un manchot, ça vole ? Pour pouvoir répondre à cette question, dans votre cerveau, eh bien, il va s'activer ce que je viens de dire, des propriétés et des situations. Parce que là, j'ai un stimulus de l'environnement qui est lexical. Ça active chez vous deux concepts, manchot et voler. Et donc, ça active chez vous un ensemble de situations et de propriétés. Les situations, ça appartient à chacun. Vous avez vu le film La Marche de l'Empereur, vous êtes allé au zoo, vous avez vu des vidéos sur Insta, vous êtes allé en Antarctique. Bref, autant de choses différentes, mais qui, combinées ensuite aux propriétés de, par exemple, oiseau, parce que c'est un oiseau, des ailes, il faut des ailes pour voler. Alors, le concept d'aile, il y a plein de possibilités aussi. Bon, vous allez combiner tout ça et vous allez inférer oui ou non à la question est-ce qu'un manchot ça vole. Alors un manchot ça vole pas, bon, quand même je le précise, mais l'idée c'est ça, c'est quand on manipule des concepts, les concepts quand ils sont bien intégrés, c'est une activation conjointe de propriétés et de situations vécues qui vont nous permettre de raisonner. Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Ça va? Ok. Alors on a un autre problème, c'est que la compréhension, on dit la compréhension, mais il n'y a pas qu'une seule forme de compréhension. Il y a en réalité deux types de compréhension, et le fait de ne jamais les distinguer occasionne beaucoup de malentendus dans le milieu scolaire. Alors je vais les décrire les deux, et là j'utilise un picto qui est celui de l'iceberg. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi, parce qu'il y a une compréhension qu'on va qualifier de superficielle, et une compréhension qu'on va qualifier de, bravo, profonde. Alors, revenons d'abord sur la superficielle. La compréhension superficielle, c'est une compréhension qui se fonde sur un décodage textuel. C'est-à-dire, je décode bien, c'est très facile d'ailleurs de mémoriser parce que je décode bien, donc je peux faire du par cœur dessus, mais je suis à un niveau superficiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, elle va se limiter à une récupération rapide de mots qui vont être associés au même champ sémantique. Comme si on avait une sorte de fichier mental dans lequel on rangeait des mots-clés associés au concept. Mais on n'accède pas aux propriétés du concept. Donc on n'en a pas une véritable compréhension. On a simplement des mots-clés associés et ça n'engage pas le raisonnement. Si je vous demande ce que vous avez compris du concept de gène en biologie, là, selon votre degré de compréhension, si vous êtes sur un niveau superficiel, vous allez avoir une activation d'un certain nombre de choses.
probablement qui ressemblera à ça si vous avez une compréhension superficielle. Vous avez plein de mots-clés qui vont s'activer en même temps. ADN, gène, chromosome, noyau, code génétique, allèle. On peut faire des phrases. Hein. Vous pouvez du coup me faire un truc du style « Oui, un gène, oui, je connais, c'est un ADN d'un chromosome d'une cellule. » Bon, quand on est biologiste et qu'on entend ça, on se dit tout de suite que vous n'avez pas compris ce qu'est un gène, très clairement. Mais ça, c'est de la compréhension superficielle. J'ai pas de propriété. J'ai des mots-clés qui sont ensemble, associés, qui vont s'activer ensemble. C'est typique de la compréhension superficielle. Le problème de cette compréhension, c'est qu'elle fait bien émerger un sentiment de compréhension. Donc un élève qui est à ce stade-là a le sentiment de comprendre. Vous lui demandez « t'as compris ?» Il va dire « oui, parfaitement ». Bon, si c'est ça qu'il a en tête pour le gène, non, il n'a pas compris, très clairement. Et c'est toute la problématique qu'on va avoir, parce que le sentiment sera réel. La compréhension profonde, du coup, elle se fonde sur la construction conceptuelle. C'est-à-dire qu'elle active les propriétés linguistiques et les situations. Donc les propriétés, comme j'évoquais, l'avion c'est pour les propriétés de voler, des ailes, et puis là, le petit picto avec la télé, c'est les situations vécues. Ça va jusque-là, on est capable d'activer ça, et donc on va être capable d'inférer, généraliser et raisonner. Si vous avez une compréhension profonde de ce qu'est un gène, vous allez être sur la partie de droite. Vous allez me dire c'est une séquence codante, par exemple. Ce qui caractérise le gène, et ça l'oppose aux séquences d'ADN qui sont non codantes. Vous allez me dire c'est une séquence de nucléotides, ce qui l'oppose aux séquences d'acides aminés. Là, vous êtes sur les propriétés du gène. Vous avez aussi probablement l'activation d'un certain nombre de situations, et là, vous êtes sur un niveau de compréhension profonde du concept de gène. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose. Dans les deux cas, les sentiments qui émergent sont bien des sentiments de compréhension réels, sauf qu'on voit bien la difficulté pour nous, c'est quand l'élève se trouve dans une compréhension superficielle. À ce stade, vous devriez d'ailleurs pouvoir aussi discuter de la pertinence de la carte mentale de mots-clés pour la compréhension. Normalement, vous devriez pouvoir me dire que ça favorise un des deux types de compréhension. Lequel ? Ok, super. Superficiel, on est d'accord. Donc, ce n'est pas forcément l'outil le plus efficace pour la compréhension profonde. Alors, je termine avec une dernière question pour bien illustrer la différence entre superficiel et profond. Voici un animal. Est-ce qu'il est plus proche des félins ou des canidés ? Alors, pour répondre à ça, ça dépend de votre compréhension des concepts de félins et canidés. Soit quand on vous dit félin, ce qui s'active chez vous, c'est un fichier mental rempli de jolies images de félins. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez plein de félins en tête. Et comment vous travaillez ? Vous faites ça. Est-ce que ça ressemble à un puma ? Non. Est-ce que ça ressemble à un tigre ? Non. Est-ce que ça ressemble à un lion ? Ça, c'est assez superficiel, vous voyez ? C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de raisonnement là, on est d'accord. C'est-à-dire qu'en gros, je regarde un loup, un coyote, un fennec, un tigre, un lion, et puis je vais dire ça ressemble plus à un canidé quand même. Alors, si vous avez une compréhension profonde, vous allez discuter des propriétés. Un félin, c'est quoi ? C'est un mammifère carnivore, caractérisé notamment par des griffes rétractables et un crâne sphérique. Et vous allez chercher les propriétés chez la hyène. Là, vous êtes sur un niveau de compréhension profond, parce que vous allez utiliser les propriétés. Alors, pour la petite histoire, c'est plus proche des félins. Allez. Voilà, mais j'espère qu'en tout cas, j'ai suffisamment illustré la distinction entre ces deux types de compréhension, superficielle et profonde. Alors, comment aider les élèves ? Et on pourra terminer sur ça. Un geste favorable, ça va être de proposer des tests implicites de compréhension qui consistent en fait à introduire des exercices pendant la présentation des contenus pour permettre aux élèves de s'auto-tester pour vérifier où est-ce qu'ils se situent au niveau compréhension. Alors, là, il y a un certain nombre de recherches qui montrent que certains exercices sont particulièrement efficaces. On va trouver par exemple, donc là, vous voyez, exemple d'exercice intercalaire. Donc intercalaire parce qu'ils viennent s'intercaler pendant les activités et terminaux lorsqu'on les fait évidemment à la toute fin. Donc on peut faire choisir un schéma ou un résumé parmi plusieurs propositions et demander aux élèves de dire pourquoi ils choisissent ce résumé ou ce schéma. Alors évidemment, nous on va construire les schémas et les résumés sur la base des propriétés, bien évidemment. Alors, j'ai un exemple pour vous d'exercice de compréhension. Le voici. Je vais vous demander de déterminer pour vous quel est le schéma qui correspond le mieux au lien qu'il y a entre les 3 conditions qui permettent de s'autoréguler que j'ai présentées dans la première partie. Je vous ai présenté, vous savez, ces 3 conditions, pouvoir s'évaluer, pouvoir apprendre, vouloir apprendre. Quel est selon vous le schéma qui est le plus correct quant au lien qui unit chacun de ces paramètres ?
Chaque flèche, vous voyez, hein, veut dire permet de. Je vais vous laisser quelques secondes de réflexion. Alors, dans la vie de la classe, une fois que vous avez choisi, il faudrait que vous puissiez échanger avec un binôme en expliquant votre choix et pourquoi vous avez éliminé les autres. Ça rendrait l'exercice plus pertinent. Pour une question de régulation du temps, je me permets de sauter cette étape. Je vais vous donner la réponse et ce qui m'intéresse, ce qui est intéressant dans l'exercice, c'est que je n'ai pas besoin de savoir ce que chacun d'entre vous, vous avez répondu pour que l'exercice ait un effet. Lorsque la réponse va s'afficher, il va y avoir deux situations. Soit vous avez la bonne réponse, soit vous n'avez pas la bonne réponse. Si vous avez la bonne réponse, vous allez baisser votre niveau d'effort quant à la suite, puisque vous allez être en mode « Ah, j'ai trop bien compris » et tout. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous n'allez que moyennement écouter mon explication qui va suivre, puisque vous avez, a priori, compris. Si ce qui s'affiche n'est pas ce que vous avez choisi, assez naturellement, vous allez élever votre niveau d'effort en disant « Ah mince, je pensais avoir compris, j'ai pas compris. » Moi, je vais réexpliquer un peu, et là, vous allez monter votre niveau d'effort. Là, quand vous faites ça, vous voyez que l'exercice, moi, je n'ai pas besoin de ramasser ou savoir qui a répondu quoi pour qu'il ait un effet. Cet exercice, il a un effet en lui-même qui permet à chacun d'entre vous de quitter un éventuel sentiment de compréhension superficielle et une fois que vous l'avez quitté, d'éventuellement pouvoir réguler votre compréhension. Puisque vous saurez que vous n'avez pas en réalité bien compris, du coup, vous allez pouvoir mieux écouter, poser une question, relire des notes et donc réguler votre compréhension. La bonne réponse est donc le numéro… Tout le monde dit « Ah !» 2. Voilà, donc là, je vois d'ici, il y a les… Trop bien. Et puis il y a les visages qui font un. Voilà. Alors, c'est en fait, si je reprends donc, on voit ma souris. Ouais. Mon schéma présentait, commençait bien par la motivation, c'est le vouloir apprendre malgré tout à un instant T qui détermine le fait qu'on va rentrer dans le pouvoir apprendre et être capable de déterminer son but, sa stratégie et décider d'entrer dans l'action. Et une fois qu'on est dans l'action seulement, on rentre dans le pouvoir s'évaluer. Mais le pouvoir s'évaluer, il est en feedback sur les deux autres. Et c'est lui qui va en réalité contrôler les deux autres, y compris la motivation ultérieure. Voilà pourquoi c'est plutôt celui-là qui est le bon. Alors, les exercices de ce type-là, vous pouvez faire des choix évidemment de résumé, des choix de schéma. Vous pouvez poser des questions où les élèves vont émettre des suppositions. Admettons que vous ayez par exemple un concept avec une chaîne causale. A donne B, donne C, donne D. Eh bien, question, j'enlève le C, qu'est-ce qui se passe ? Voilà une question qui nécessite de réfléchir sur les liens causaux. Alors, ça marche avec les liens chronologiques, mais vous voyez que dès qu'on manipule les liens chronologiques, causaux, génétiques, on est au niveau des propriétés des concepts. Établir des tableaux de comparaison, notamment parce qu'obligatoirement, ils vont être au niveau de la comparaison des propriétés. Là, si on avait le temps, je vous ferais faire un tableau comparatif de la compréhension superficielle et profonde. Sur quoi elle se fonde, voilà, qu'est-ce qu'elle est, sur quoi elle se fonde, pardon, qu'est-ce qu'elle construit, est-ce qu'elle donne un sentiment de compréhension, et là on est sur les propriétés. Demandez bien sûr aux élèves d'expliquer, alors soit s'auto-expliquer, soit expliquer à l'écrit, à l'oral, tout ça évidemment sont des exercices pertinents puisque dans le moment où on va mettre en mots, on va traverser un sentiment qui va soit valider qu'on comprend parce qu'on arrive à bien le mettre en mots, soit c'est pas le cas. Résumer. Compléter un schéma, des questions d'inférence directement, réaliser une carte conceptuelle. Alors les cartes conceptuelles, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce qu'est une carte conceptuelle, ce n'est pas une carte mentale. Une carte conceptuelle va décrire un concept et notamment la grande différence, c'est que tous les liens, les traits, les flèches ont des labels dessus pour dire ce que ça représente. Ce qui n'est pas le cas souvent dans les cartes mentales. Alors si, on peut le faire, mais ce n'est pas toujours le cas. Souvent la carte mentale a tendance à organiser avec des mots-clés. Alors souvent, ça facilite la mémorisation, mais pas forcément la compréhension. J'ai un exemple de carte conceptuelle, je vais vous montrer. Je vous ai également mis un lien vers les microstructures coopératives de Céline Books qui travaille sur comment mettre en activité des élèves dans des petits groupes collaboratifs. Et elle propose elle appelle ça des microstructures, c'est-à-dire des façons de mener l'exercice avec des diades, des groupes de 2, de 3. Et il y a énormément d'exemples de petites activités assez brèves qu'on peut mener avec des élèves en compilation avec des exemples d'exercices intercalaires. Alors une carte conceptuelle, vous voyez, ça ressemble à ça.
Donc là, dans cet exercice, il y a une définition de l'eutrophisation qui est donnée et les élèves doivent choisir la carte qui correspond le mieux à leur compréhension et la justifier ensuite à leurs voisins, voisines. Donc vous voyez que c'est une carte qui n'a pas de centre forcément, hein, contrairement aux cartes mentales. Ça peut avoir la forme qu'on veut. Et surtout, il y a, même si vous ne lisez pas, peu importe, sur chaque flèche, il y a des mots qui disent très précisément quel est le lien entre A et B. Est-ce que c'est un lien causal, chronologique, génétique? C'est précisé en fait. Et c'est ça qui la rend intéressante au niveau compréhension. On peut faire des choix de résumé, etc., etc. Du coup, je reviens sur ma question initiale. Quel est le geste professionnel qui est intéressant et efficace? Alors, les élèves se manifestent quand ils ont besoin. On est d'accord que bon, personne n'avait déjà choisi, donc pas de souci. On leur demande « avez-vous compris ?» Alors, c'est très maladroit parce qu'en fait, quand on demande ça aux élèves, en réalité, on leur demande d'explorer leur sentiment de compréhension, qui peut donc, on l'a dit, hein, être réel mais faux. Et donc, en toute bonne foi, ils peuvent nous dire « oui, oui, j'ai compris ». C'est vrai que la question la plus efficace, ce ne serait pas de dire « avez-vous compris ?» mais « qu'avez-vous compris ?» Alors pour nous, c'est vrai que on passe de « vous avez compris ?» Oui. Ah, qu'avez-vous compris? Oh mon Dieu, ils n'ont rien compris. Oui, mais au moins, on est capable d'étayer réellement et d'accompagner les élèves sur leurs problèmes de compréhension. Alors la carte mentale aussi, on l'élimine, puisque du coup, on a vu que c'était un outil, malheureusement, ça va plutôt favoriser une compréhension superficielle. Il restait la 3, qui est probablement la meilleure, mais la 3, c'est faire des exercices d'application après une explication pour vérifier qu'ils ont compris. Alors, admettons, j'explique, les élèves pensent avoir compris, sentiment de compréhension, mais superficiel. Du coup, niveau d'effort, on le baisse. Je rentre dans l'activité comme ça, en pensant avoir compris et avec un niveau d'effort faible. Il est probable que ça ne se passe pas bien dans l'exercice, du coup, sachant que mon niveau d'effort est bas et qu'en plus, en réalité, je n'ai pas compris. Donc, je vais traverser l'exercice en me disant, en n'y arrivant pas, qu'est-ce que je vais construire comme idée de moi-même, sachant que je pensais avoir compris? Bon, bah, que je suis une quiche, hein, clairement, parce que j'avais le sentiment que j'avais compris, j'y arrive pas. Donc là, cet exercice, c'est sûrement parmi les 4, c'était sûrement la meilleure proposition, mais il me semble qu'on peut plutôt proposer ça. C'est-à-dire, avant de faire un exercice d'application, mettons un exercice intercalaire de compréhension parmi tout ce que je vous ai proposé, où on n'a pas besoin nous de vérifier, on a juste besoin que l'élève le traverse pour que, avant d'entrer dans l'exercice d'application, il soit conscient ou conscient de son niveau réel de compréhension. Si jamais il du coup, rate l'exercice, entre guillemets, c'est qu'il sait, il ne peut pas dire qu'il a compris, il sait qu'il n'a pas compris, et donc là, il peut étayer et poser des questions, réguler, et là, il peut avoir un effet, et en tout cas, il va rentrer dans l'exercice avec un niveau d'effort plus élevé. Donc, c'est probablement la solution qui serait la plus efficace pour aider nos élèves. Alors, j'espère avoir été clair sur ça. Et il me reste 2 minutes juste pour vous présenter quelques ressources que vous trouverez en téléchargeant le fichier. Donc, vous avez ici un lien direct sur la page du GT5 qui propose des ressources. Vous retrouverez, alors, je vous l'ai mis quand même, hein, ça c'est le document phare qui reprend toutes les notions théoriques, mais bon, c'est 50 pages, donc lui il est costaud, hein, mais il est complet. Vous retrouverez un document beaucoup plus accessible d'une dizaine de pages qui reprend ce que j'ai évoqué sur la compréhension. Et vous avez un document sur les feedbacks qui reprend un petit peu ce que sont les feedbacks, comment faire des feedbacks efficaces. Donc ça aussi, c'est assez court et beaucoup plus accessible. Vous trouvez également 2 ensembles de vidéos, une consacrée à la compréhension et la métacompréhension. Donc je dis un ensemble parce que quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur un espace où il y a plus d'une dizaine de vidéos. On a des captations de séances de classe en premier degré, avec ensuite des analyses, des regards de chercheurs et des analyses de regards la plus institutionnels sur les gestes pédagogiques proposés pour aider à comprendre. Donc là, on se situera avant, pendant et après. Et on a aussi un ensemble de capsules vidéo sur les feedbacks. Donc là, à chaque fois que vous cliquez dessus, c'est une dizaine de petites vidéos centrées sur des analyses de séances de classe. Et puis, vous avez un parcours magistère qui est en auto-inscription, qui s'appelle Psychologie pour les enseignants, parcours métacognition motivation, qui est, il y a un MOOC qui a été réalisé piloté par Franck Ramu, qui s'appelle Psychologie pour les enseignants, et c'est le volet métacognition motivation qui a été redécoupé en vidéos encore plus petites. Donc là, dans ce magistère, vous avez accès à, donc vraiment dans le détail, plein de notions avec des vidéos courtes, les textes associés et des tests. Voilà pour les ressources. Je vous propose un dernier petit exercice avant de vous quitter et avant qu'on aille manger. Je vais vous laisser réactiver les différents éléments. Alors, essayez de faire l'exercice quand même. Engagez-vous.
Je sais que c'est la fin et qu'on a faim. Alors, en gardien du temps, je dois écourter un peu l'exercice et que je m'en excuse. Donc VA, c'est vouloir apprendre, PA, c'est pouvoir apprendre, et PE, c'est pouvoir s'évaluer. Donc dans le VA, il y a motivation. Dans le pouvoir apprendre, il y a fixer le but, fixer la stratégie, décider d'agir. Et après, je vais rentrer dans la partie bleue qui est le monitorage, où je vais avoir le suivi de l'activité et l'évaluation du résultat. Les flèches en marron qui reviennent, c'est le feedback métacognitif, et en noir, le sentiment d'efficacité. Je vous remercie pour votre attention. Bon appétit.